Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Merci à vous de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les matins du lundi au vendredi. 5e et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, nous sommes également accessibles sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougouma Joufrava. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vara, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. C'est connu, la date de l'ouverture du procès de l'affaire Thomas Sankara est fixée pour le 11 octobre prochain. Un procès qui va mettre fin à plus de 3 décennies d'attente pour les victimes et les défenseurs de l'idéal sankariste. Les enjeux de ce procès seront convoqués justement à cette émission. Et pour répondre justement à nos questions, nous avons à la barre ce matin le colonel Pierre Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Khaled et merci pour l'invitation. D'accord. Alors je rappelle que vous êtes le président du conseil d'orientation du comité international du mémorial Thomas Sankara. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. L'audition avec les juges, ça sera juste après la première virgule, les avant-propos. Monsieur les juges, vous avez la parole. On commence avec juge Va. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette dernière convocation de la semaine? Merci Président. Moi je vais m'attarder sur le sommet qui a lieu aujourd'hui, sommet Afrique-France, 28e et singulier, parce que pour une première, il n'y aura pas les chefs d'État africains, comme on les voyait parader à ce rendez-vous-là. Et c'est plutôt des jeunes Africains qu'on y voit, on parle d'une société civile. Maintenant, ça fait des gorges chaudes. On a déjà reçu ici sur ce plateau ceux qui se présentent aussi comme les porte-parole de la jeunesse, parce que c'est une institution comme le veulent nos institutions aussi au niveau sous-régional en termes d'organisation de la jeunesse, mais qui avait été mis à l'écart et vraiment ignoré dans le processus de désignation de ceux qui devraient être les porte-parole au niveau de ce sommet-là. Donc, c'est vrai, il y a une France, moi je dis, qui discute avec sa société civile africaine, parce qu'il y a eu un casting qui a été fait par la France. On peut leur reconnaître quand même aussi le droit de choisir leurs interlocuteurs, mais le problème c'est de vouloir en faire les porte-parole d'une jeunesse africaine, c'est ce qui pose un peu problème. Mais on va regarder ce qui va en sortir, mais dans le fond, je pense que ce n'est pas méchant aussi, la nouvelle formule qu'on a, parce que ces rencontres avec nos chefs d'État, l'impact... En tout cas, nous n'en voyons pas en tout cas, des effets de façon très claire. Aujourd'hui, est-ce qu'avec la nouvelle formule, il y aura quelque chose à sortir? On regardera, mais je suis convaincu que ce n'est pas avec Macron que peut se décider l'avenir du continent, et c'est pas en France, à Montpellier, qu'on va aller discuter de ça. Cette jeunesse-là, déjà, c'est une erreur d'y aller et de discuter de l'avenir de ce continent-là à Montpellier aujourd'hui. Bon, c'est mon avis aujourd'hui. C'est mon avis. Merci, juge Va. Juge Bougouma, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Mon avant-propos, c'est en lien avec celui de Geoffroy, mais c'est à Ouaga, au Burkina Faso. Le week-end dernier, le gouvernement était à Bobo Dioulasso pour la rencontre gouvernement-secteur privé. Cette fois-ci, ils sont maintenant à Koudougou avec la jeunesse burkinabé. Donc, pour le forum des jeunes, c'est vrai que c'est basé sur le sceau de la réconciliation, c'est axé sur le sceau de la réconciliation nationale. Beaucoup de jeunes, effectivement, ont effectué le déplacement pour aller prendre la parole. Certains vont juste aller pour écouter les autres. Ben voilà. Ce genre de rencontre, ce n'est pas la première fois. Maintenant, c'est comme on engrange les acquis d'une rencontre à une autre. Surtout que par moment, c'est des rendez-vous où tout est préparé à l'avance, où tous les discours sont préparés, les intervenants sont connus, ce qu'ils doivent dire. Par moment, c'était rédigé, remettre, vous lisez ça comme question, vous lisez ça comme contribution, et puis c'est bon. Et bon, en général, quand le chef de l'État arrive, de Blaise Compaoré à Roch-Marc Christian Kaboré, la méthode n'a pas fondamentalement changé. Les jeunes posent les questions, et puis maintenant, c'est chaque ministre qui vient de répondre. Donc le président, lui, ne répond de rien. C'est comme si il maîtrisait les dossiers, mais il préfère laisser les ministres parler. Ou bien comme il ne maîtrise pas les dossiers, il préfère les ministres parler. Dans tous les cas, la responsabilité du chef de l'État ne se dégage pas vis-à-vis de la jeunesse burkinabé lors de ces rencontres. Et de mon point de vue, ce format doit connaître une évolution pour que sur certains dossiers, le chef de l'État lui-même
arrive effectivement à pouvoir le faire. Je le dis parce que ce n'est pas au Burkina seul. J'ai suivi également pour la Côte d'Ivoire il y a 1 an ou 2. C'était également, j'ai dit, le même format. Quand il y a tel ou tel sujet, c'est tel ministre qui est convoqué. Soit c'est commerce, soit c'est la jeunesse, soit c'est le premier ministre en personne, ou bien c'est le ministre en charge de tel dossier qui vient répondre à la place du chef de l'État. Et à la fin, le chef de l'État lui-même l'a dit quoi? Rien. Alors que c'est lui qui parle à sa jeunesse. Donc, j'ai dit c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Sur certaines questions, oui, mais dès lors que la question est posée, on dit bon, vous venez répondre. Si le jeune est satisfait ou pas, bon, comment on fait? Donc, j'ai dit c'est bien, mais il y a un interlocuteur principal qui est le chef de l'État qui, au-delà de son introduction, devrait pouvoir aller au fond sur un certain nombre de, comme on appelle ça, de dossiers. C'est ce que j'avais comme avant-propos, espérant que les prochaines éditions soient mieux améliorées. Merci, messieurs les juges, pour ces propos introductifs. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, vous l'avez dit. Un rendez-vous du lundi au vendredi pour décrypter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et l'actualité qui retient notre attention ce matin, c'est les enjeux du procès sur l'affaire Thomas Sankara qui s'ouvre lundi prochain, le 11 octobre. Alors, pour justement en parler, nous avons à la barre ce matin le colonel Pierre Ouedraogo. Merci une fois de plus de répondre à notre convocation. Je l'ai dit tantôt, vous êtes le président du conseil d'orientation du comité international mémorial Thomas Sankara. C'est un projet qui vise à réhabiliter et à rendre hommage au père de la révolution burkinabé. Nous allons parler de questions de généralité d'abord. J'ai parlé du projet mémorial Thomas Sankara. Il y a eu l'installation de la statue géante du père de la révolution burkinabé et les bustes de ses 12 compagnons martyrs. Après, quelle est la suite justement de ce projet-là? Je vous remercie pour cette invitation au nom du comité international du mémorial Thomas Sankara. Après la pose de la statue qui marque la première étape, il y a un grand projet qui a fait l'objet d'un concours architectural et qui va consister à mettre en place un mausolée, une médiathèque, une bibliothèque, une tour de 87 mètres, un parc Thomas Sankara, qui va se dérouler en plusieurs phases. Les plans sont en cours de finalisation. Sous la direction de l'architecte Kéré, que tout le monde connaît ici. Et donc, après cela, il y a les mécanismes de mise en œuvre pour lesquels nous travaillons avec le gouvernement pour la mise en place d'une maîtrise d'ouvrage déléguée qui va permettre, disons, d'encadrer tout le projet avec toute la transparence qu'il faut. Donc, D'accord. Alors, il y a beaucoup qui craignaient qu'il y ait un coup d'arrêt avec le décès du président ghanéen Rawlings, qui était un peu comme le parrain de ce projet-là. Est-ce que vous pouvez rassurer les Burkinabés que le projet continue et qu'il y a toujours de l'engouement? Le projet continue. Il est évident que le président John Jerry Rawlings nous manque beaucoup. C'est quelqu'un qui a connu Thomas Sankara, qui s'est battu avec lui en Afrique et dans le monde, et c'était très important qu'il soit là, mais bon, il n'est pas là et nous allons continuer autant que possible, mais il a eu l'occasion de voir la maquette architecturale déjà, donc maintenant c'est la mise en œuvre, c'est beaucoup plus des aspects opérationnels maintenant, mobilisation financière et puis mise en œuvre opérationnelle. D'accord. À ce niveau-là, est-ce qu'on peut avoir peut-être un chiffre? Vous avez combien dans la caisse? Bon, pas beaucoup. Bon, on avait annoncé à la conférence de presse qu'on avait immédiatement obtenu 55 millions. Il y a d'autres promesses de l'ordre, disons, de 3-4 milliards. Mais ça reste à mobiliser et la meilleure façon de le faire, c'est dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage déléguée, de façon à ce que ça se passe de manière transparente et professionnelle. D'accord. Alors, monsieur le juge, question de général, je précise que le colonel est à la retraite, donc il n'est plus sous les drapeaux. Donc, toutes les questions sont les bienvenues. Juge Bougma. De toute façon, ici, il n'y a pas de sujet tabou. Même si le colonel était toujours sous le drapeau, nous allons poser nos questions, quitte à ce que le colonel dise qu'il ne peut pas répondre. Oui, effectivement, il y a la maîtrise d'ouvrage délégué qui avait été effectivement évoquée pour pouvoir faire bouger les lignes, parce qu'il y a des promesses de certaines personnalités physiques ou morales qui ne sont pas encore tenues en termes de concrétisation. Où le dossier, il est où exactement?
Bon, le dossier, il est où? Bon, il y a eu des réunions parce que c'est un nouveau bureau que je dirige actuellement depuis 2 mois. Et il y a eu des réunions avec le Premier ministère, avec beaucoup de ministères dans le cadre de cette mise en œuvre. Mais il faut effectivement que des décisions soient prises au niveau de l'État pour mettre cette maîtrise d'ouvrage déléguée en place. Nous allons rencontrer, je pense, très prochainement le Premier ministre. Nous avons eu l'occasion de rencontrer le ministre des Finances, qui était en compagnie du ministre du Budget, qui nous ont donné en tout cas des conseils et des éléments pour permettre d'avancer le projet. Nous avons rencontré le ministre de l'Environnement qui s'est engagé pour nous accompagner aussi parce que le volet écologique est très important dans le projet. Nous avons aussi rencontré le ministre de l'énergie qui s'est aussi engagé parce que dans le secteur de l'énergie, aussi bien de l'écologie, Thomas Sankara était en avance. Par exemple, pour réduire, disons, l'impact sur l'environnement, il y a eu les 3 luttes qui ont été mises en place. Et puis il y a le gaz qui a été popularisé et subventionné depuis le Conseil national de la Révolution. Donc c'est très important que les évolutions technologiques qui sont arrivées après, notamment l'énergie solaire et autres, soient mises en avant sur ces sites pour que, autant que possible, ce soit aussi un modèle de ce que l'homme avait comme vision dans ses grands axes, mais avec la modernité qui accompagne aussi. Et donc, en tout cas, à cette étape, nous sommes satisfaits et confiants que ça va prendre du temps parce que c'est un grand projet, mais nous allons aller par étapes de manière à le réaliser. Il y avait aussi la négociation pour un coparrain, et c'est Kagame qui avait été choisi. C'est un dossier qui était sur la table bien même avant le décès de Rawlings. Aujourd'hui, ce dossier est à quel niveau? Comme je vous l'ai dit, il y a le nouveau bureau. Nous allons prendre contact avec le Premier ministre parce que vous savez que ça, c'est au niveau des États. Le comité tout seul, une association ne peut pas prendre des décisions à ce niveau. Et cette nécessité sera discutée avec le gouvernement de Burkina Faso parce que c'est un projet national, c'est un héros national, un héros africain, voire un héros mondial. Et ça dépasse l'association. Il est important que, de manière coordonnée avec l'État, nous puissions avancer sur cette question. Il y a effectivement beaucoup de propositions dont j'ai entendu, mais bon, je pense qu'il faut prendre le temps aussi de le faire parce qu'au niveau des États, il y a des choses qui bougent un peu plus lentement, pas à la vitesse que nous aurions souhaité. Il est vrai que le président Kagame, c'est quand même l'un des rares présidents qui a proclamé clairement qu'il est en train de faire des choses dans son pays en s'inspirant de Thomas Sankara. Mais il y a aussi d'autres, parce que en fait, l'héritage de Sankara est tellement riche que chacun peut trouver quelque chose pour faire. Oui. Et je ne citerai pas de nom, mais il y a un certain nombre de présidents. La question c'était de savoir si en dehors de Kagame, il y avait d'autres présidents, d'autres personnalités qui étaient sur votre liste, quoi. Nous-mêmes, on n'a pas de liste en tant que telle. Ça va résulter d'un échange avec l'État, en particulier avec le ministère des Affaires étrangères qui nous accompagne. Je vous signale que, par exemple, actuellement, le mémorial est en train de s'installer dans la villa Togo du Conseil de l'Entente grâce à une action du ministère des Affaires étrangères qui est bien conscient de l'importance sur le plan diplomatique et international de ce comité et de ce mémorial. Et c'est de concert avec ce ministère, avec le Premier ministre, avec bien sûr le président du Faso, que cette décision peut être prise. Chez John Jerry Rawlings, c'était évident. Il n'y avait pas de discussion et je pense que personne ne pouvait contester ça. Mais les autres cas, peuvent amener à discussion et à prise de position. Et il faut qu'on avance de manière concertée parce que si on ne part pas de manière concertée, ça peut nuire au projet. Et nous, le comité, on doit se mettre dans cette discipline. D'accord. Juge Vara.
Oui, et quand je vous écoute, il y a beaucoup de choses intéressantes, parce que, quoi qu'on dise, le projet en lui-même, il y a beaucoup de Burkinabés on peut dire qu'ils ont adhéré, parce que quand vous regardez le site déjà, même si c'est pas, on n'est même pas à l'once du début de ce qu'on devait voir, parce que la réalisation elle est très grande, c'est déjà le premier site le plus touristique, le plus fréquenté, donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y a une adhésion forte. Maintenant, tout de suite, vous disiez souvent l'État, mais je dis, est-ce qu'on ne craint pas aussi que, avec le temps, parce que ça va prendre beaucoup de temps ce projet-là, les changements puissent poser problème? Parce que n'oublions pas, on va en parler, le dossier de demain, ça a connu des fortunes diverses avec les régimes qui étaient là. Est-ce qu'avec ce projet-là, si on ne fait pas vite, on ne risque pas par moment d'avoir peut-être des gens qui n'auront pas les mêmes visions? Vous dites l'État, on sait que c'est un contenant, après le contenu ça change. Les visions, les ambitions aussi, selon ceux qui viennent. Bon, je pense qu'il y a peut-être deux choses très importantes. Premièrement, c'est que, vous voyez, le Comité international Mémorial Thomas Sankara n'est pas un parti politique. C'est une association mémorielle qui joue sur la mémoire d'un grand homme. Chaque peuple a ses grands hommes. Et ces grands hommes peuvent être d'un camp politique ou d'un autre, mais il y a un consensus national qui se crée autour, parce que les nations ont besoin de ces références-là, pour eux-mêmes et par rapport au monde entier. Lorsque nous allons quelque part dans le monde, on nous amène sur des lieux de grands hommes et tout. Ici au Burkina, ce serait très important que cet homme qui, non pas seulement est reconnu à l'intérieur du Burkina, mais est reconnu à l'extérieur du Burkina, puisse servir à renforcer cette image, cette identité nationale. Ça, c'est d'abord, disons, le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous savez que le projet a suivi, en tout cas, d'abord une phase société civile, avec le démarrage en déjà en 1998, avec la marche des élèves le 18 mai, suivi par d'autres actions de la société civile, des partis sankaristes, et finalement, sous la transition, sous le président Michel Kafando, il y a la réhabilitation qui a commencé avec le camp Thomas Sankara, l'ouverture du procès, et cela, il y a eu une continuité avec le gouvernement de Roch-Marc Christian Kaboré. Vous voyez, il y a déjà une continuité de l'État. Et c'est cette continuité sur laquelle nous devons travailler. Mais je suis absolument d'accord avec vous qu'il faut aller vite. Et c'est pour cela que, à peine 2 mois, malgré, disons, les vacances gouvernementales et tout, vous voyez qu'on a déjà rencontré pas mal de ministres. On a même rencontré votre ministre de tutelle, le ministre de la Communication, j'ai oublié de citer. Et il y a d'autres rendez-vous qui sont là. Le comité travaille, on accélère. On souhaiterait que 2023, les travaux démarrent, au moins pour la première phase qui, je l'espère, sera soutenue par le Burkina Faso parce que c'est un monument national. Il vaut mieux que nous commencions d'abord et que les autres viennent s'ajouter. Pourquoi pas, il n'est pas impossible que un pays, un de ceux qui soutiennent et qui sont potentiellement pouvant être les présidents d'honneur de cette action, puisse par exemple, contribuer. Ce n'est pas impossible que quelqu'un dise, bon, la bibliothèque, ce sera fait par tel pays ou par tel groupe de pays, etc. Mais il faut d'abord que l'État du Burkina montre sa volonté à travers une partie. Et ce que nous souhaitons autour du mémorial, c'est ce climat apaisé. Thomas Sankara, ça fait 34 ans. Bon, il est vrai qu'il y a des gens qui se réclament de l'idéal sankariste et autres, ici ou ailleurs. Ça, ce sont les idées qui sont là. Mais l'homme en tant que tel, son œuvre, sa pensée profonde, elle est pratiquement adoptée plus ou moins dans les différents partis qui sont là. Vous voyez, par exemple, j'ai eu l'occasion de voir pendant la campagne électorale, par exemple l'UPC, au cours d'un meeting, le camarade Zéphirin, moi je dois l'appeler comme ça, c'était un ancien CDR aussi, a proposé qu'il y ait des TPR au Burkina. Vous voyez? Bon, ça vous a peut-être échappé, mais nous les anciens, quand on écoute, bon, les anciens mots, on les entend rapidement. Il y a un peu, il est difficile de trouver un parti où vous n'allez pas voir des membres
des anciens pionniers, des anciens membres des comités de défense de la Révolution qui sont là. Ça montre que c'est une pensée qui commence à se diffuser et à être acceptée au-delà de les slogans et autres qui étaient l'habillage en quelque sorte, mais le fondamental, produire burkinabé, consommer burkinabé, l'agroécologie, les 3 luttes, ces éléments-là sont des fondamentaux qui sont là et qui restent et qui traversent toutes les familles politiques. Et c'est vers cela que nous voulons tendre avec le mémorial. Alors, le 11 octobre prochain, on l'a dit, à l'ouverture du procès de l'affaire Thomas Sankara. 4 jours plus tard, nous avons la commémoration du 34e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution burkinabé. Au niveau du mémorial, vous avez initié ce que vous avez appelé le mois de justice et d'hommage à Thomas Sankara. Est-ce que rapidement, on peut parler de ce concept-là et de son contenu? Ce mois d'hommage et de justice pour Thomas Sankara est vraiment très riche cette année. Nous avons commencé d'abord le 2 octobre par une conférence de presse et il y a beaucoup d'activités sportives, culturelles, mais le clou de l'événement sera le 15 octobre à 16h20 quand le président du Faso va déposer la gerbe devant la statue. Ça, ce sera le clou de l'événement, mais il y a beaucoup d'activités. Je citerai par exemple des conférences où on va montrer l'apport de Thomas Sankara dans la diplomatie culturelle, dans les relations internationales. Et il y a beaucoup d'associations aussi, parce que c'est pas seulement le mémorial, ça fait un programme riche de 3 pages, dans lequel il y a beaucoup d'autres associations qui sont dedans. Je cite par exemple le Ballet Citoyen, le Mouvement Endogène, Camille, etc. Et je suis sûr que nous n'avons pas tout recensé. Et ce que nous voulons, c'est pour l'année prochaine, commencer la préparation beaucoup plus tôt. Parce qu'il y a même un volet international qui n'est pas repris dans le programme. Et nous apprenons par exemple qu'il y a des conférences à New York qui sont annuelles sur Thomas Sankara à l'occasion du 15. Bon, vous voyez, il faut qu'on anticipe. Bon, le bureau a été mis en place juste à peu près 2 mois avant. Le temps qu'on reprenne tous les dossiers, mais je pense que nous allons commencer la préparation immédiatement dès le mois de novembre pour mieux structurer, mieux organiser. Par exemple, cette année, l'une des innovations, ce sont les projections qui seront faites par le Ballet Citoyen à travers près de 9 localités, avec les moyens de projection qu'ils ont reçus. D'accord. Nous allons revenir au sujet qui nous intéresse ce matin, notamment le procès de l'affaire Thomas Sankara et ses enjeux. On l'a dit, c'est le 11 octobre prochain. Déjà, au niveau du comité international mémorial Thomas Sankara, que représente ce procès-là pour vous? Parce que pour beaucoup, on l'a dit, on l'a rappelé, ça fait 34 ans ou 33 ans d'attente. Qu'est-ce que ce procès représente pour vous? Pour une organisation qui veut faire la promotion de la mémoire de Thomas Sankara, nous avons 2 intérêts principaux dans ce procès. Premièrement, c'est que la justice soit rendue aux familles, aux 13 familles martyrs qui ont attendu depuis 34 ans. Ce sont des hommes qui étaient à côté de Thomas Sankara, qui sont tombés avec lui dans un épisode tragique. Et c'est très important que justice soit rendue. Cette justice qui est rendue aussi pour indiquer aussi que le Burkina marche en direction d'un état de droit où les gens ne se rendent pas justice eux-mêmes. Ils ont la patience de donner le temps à la justice pour qu'elle se manifeste. Et nous sommes d'autant plus satisfaits au niveau de ce premier point que nous avons vu la manière dont la justice burkinabé a traité le procès du putsch qui était encore tout chaud et qui pouvait amener un certain nombre peut-être d'erreurs ou autres. Mais en tout cas, de ce que nous avons pu entendre, nous pouvons être fiers de notre justice pour ce dossier qui était très très délicat. Et deuxièmement, ça c'est typiquement en tant que mémorial, la manifestation de la vérité est très importante parce que ça fait partie aussi, c'est un élément de la mémoire aussi.
comment il a été tué, qui l'a tué, pourquoi, etc. Ce sont des questions qui sont très importantes pour le mémorial. C'est en ce sens que nous ne pouvons que saluer cette action continue de l'État du Burkina depuis la transition jusqu'au régime actuel, qui a permis que la justice puisse avoir les moyens et toutes les autorisations pour pouvoir dire le droit. Et nous sommes en tout cas très impatients d'arriver là. Moi-même, j'ai été cité comme témoin, j'ai été fait prisonnier. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il y a toujours des questions d'ombre. Chaque jour, j'apprends telle chose parce que, bon, ce serait bien qu'à un moment donné, il y ait au moins la base factuelle de ce qui s'est passé, qu'on ait ça. Bon, maintenant, des hypothèses que tel pays, tel groupe, tel lobby a intervenu, je pense que les langues vont se délier après. Et que, même si c'est des mémoires posthumes, les historiens pourront facilement reconstituer l'ensemble du contexte qui a amené ça. Mais la partie factuelle, nous sommes satisfaits du fait que notre justice a réuni les éléments et estime qu'elle est en mesure d'avoir la manifestation de la vérité au cours de ce projet. D'accord. Juge Bouma. Oui, c'est vrai que c'est un procès qui est tant attendu, parce que pour certains, c'est un procès de la Révolution, pour d'autres, c'est un procès du Front républicain, mais il y a aussi le procès d'hommes qui ont disparu à un moment donné qu'on veut savoir. Donc, ça dit que entre ces passions exprimées, il y a aussi les défenses de pratiquement tout un régime. Alors qu'ici, il s'agit de la disparition d'un homme, effectivement, et de ses compagnons. Donc, recentrer les choses dans leur contexte s'avère effectivement nécessaire. Mais maintenant, vous aviez des exigences qui n'ont pas été respectées. Vous avez voulu que ce soit retransmis et tout. Alors, est-ce que ça va manquer du piquant? À ce niveau, je voudrais vous rassurer que nous n'avons pas un problème avec la justice dans ce domaine. Nous étions conscients qu'il y a des dispositions qui interdisent la radiodiffusion, l'enregistrement des projets pour attentat à la sûreté de l'État. Et ça, c'est la loi du Burkina Faso. Mais cette loi prévoit une exception. Et donc, il y a une lettre ouverte qui a été adressée au président du tribunal du militaire pour demander que l'exception puisse s'appliquer pour des raisons éducatives, pour des raisons historiques, et aussi dans le contexte que 34 ans après, des éléments qui sortiraient de ce tribunal-là ne peuvent pas menacer la sûreté de l'État. Si c'était en 1988 ou 89 que le jugement se déroulait, ça c'est clair qu'il fallait tout museler, mais là c'est beaucoup plus pour l'histoire, pour rendre justice aux familles, pour faire les réparations. La plupart des juges qui seront là-bas, j'ai vu hier ceux qui présentaient au niveau du tribunal militaire, il y a beaucoup qui devaient être à l'école primaire et tout, vous voyez. Donc on est dans des conditions où on peut rendre de manière apaisée la justice. C'est vraiment beaucoup plus sur le plan éducatif, sur le plan historique aussi. Et nous avons, je pense, l'occasion d'assister à l'un des plus grands procès, je pense peut-être du siècle, au moins en Afrique. Et ce serait dommage que le peuple burkinabé, que l'Afrique et le monde soient privés de suivre ce procès. En tout cas, je pense à ça, c'est mon opinion, d'autant plus que ça n'aura pas d'impact sur la sûreté de l'État. Et au contraire, pendant que l'actualité décrit des incidents comme ce qui est arrivé aux agents du CCVA, il est important de mettre en exergue l'attente de ces 13 familles pendant 34 ans, pendant lesquelles aucune des familles n'a tenté une action de vengeance. Ils ont tous attendu patiemment. Et en cela, il faut féliciter Mariam Sankara, qui était une dame courageuse, une dame lucide, et qui, dès le début, a cru à la justice et a poursuivi partout où c'était possible, même quand ça semblait désespéré. Et ça, c'est une leçon, je pense, de l'histoire
Et je pense que nous n'avons pas le droit de priver les générations futures de pouvoir s'abreuver cette source d'éducation, de formation à l'état de droit. Et nous pouvions peut-être ne pas le faire si on avait honte de notre justice. Mais aujourd'hui, en tout cas c'est mon opinion personnelle, peut-être pas celle du comité international, mais moi personnellement, pour ce que j'ai suivi, je suis fier de notre justice parce que j'ai entendu les échos à l'extérieur, parce que je suis souvent à l'étranger. Eh bien, on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir. Et donc, au contraire, ce sera la promotion du Burkina Faso que de diffuser ça, montrer qu'il y a la transparence, il n'y a rien qui est caché. Parce que souvent, les tribunaux militaires, ça se passe en catimini. Bon, c'est ce que tout le monde reproche. Mais là, si c'est transparent et que tout le monde peut assister, eh bien, à ce moment, je crois que ce sera une très grande victoire pour le Burkina Faso et nous imposer, je l'espère, en Afrique, comme l'une des justices les plus crédibles. Et certains qui ne peuvent pas juger leurs gens pourraient très bien les envoyer au Burkina Faso pour être jugés, parce qu'on sait qu'il y a une justice qui dit le droit et qui est capable d'agir en toute transparence. Oui, et justement, selon certaines informations, il y a certaines parties qui risquent de ne pas être présentes. Vous pensez que ça n'enlève rien tout de même? Non, mais je pense que ce n'est pas le premier procès où tout le monde n'est pas là. Bon, les gens peuvent être absents parce qu'ils sont morts ou parce qu'ils ne viennent pas. Et les juges, je pense, ont été formés professionnellement à traiter ces cas. Et je pense que si la chambre d'accusation et tout en a examiné l'ensemble des pièces, a estimé que le procès peut se tenir, c'est parce qu'ils ont suffisamment d'éléments. Parce que n'oublions pas que même s'il y a des absents, il y aura aussi des présents. Il y a des gens qui étaient dans le commando, il y a des gens qui étaient dans la caserne où ça s'est passé. Je ne connais pas le fond du dossier, mais je suppose que les juges ont eu suffisamment de faisceaux d'éléments qui leur permettent de juger. Et vous vous rappelez que le projet du putsch, il y avait aussi des absents. Et dans tous les grands procès historiques, y compris ceux de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des absents. C'est une situation disons, normal qu'il y ait des absents à un procès. Mais maintenant, est-ce que les juges ont les éléments pour la manifestation de la vérité? Ça, c'est leur profession. Et moi, en tout cas, je leur fais confiance parce que j'ai suivi le processus qui était assez complexe pour arriver. Et je suppose que nos craintes ont dû être balayées. Mais bon, attendons toujours le procès, on verra. Je le dis en fait parce que vous disiez à un moment donné, ce qu'on veut aussi, au-delà de tout, c'est qu'est-ce qui s'est passé, c'est savoir beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Vous-même, vous dites, vous savez beaucoup, mais vous continuez d'en apprendre. Il y a des parties, parce que quand on parle de Blaise Compaoré, c'est pas celle négligeable, en tout cas pour ce qui est de ce procès-là. Ça aurait été intéressant de l'avoir, mais bon, je suis d'accord avec vous, mais que ça se fasse aussi. D'accord, on va revenir sur votre débat. C'est vrai, vous avez souhaité que ce procès-là soit diffusé sur les ondes de la radio et aussi en direct à la télévision pour non seulement la jeune génération et pour l'histoire. Cette requête-là, pour l'instant, n'a pas été prise en compte. Il y a aussi d'autres éléments qui ont été avancés hier lors d'un point de presse. On parle de l'absence, en tout cas on interdit des chapeaux, pas d'écharpes, pas d'habits à l'effigie d'une victime ou d'un accusé. Est-ce que justement ces éléments-là vont pas contribuer à enlever cet aspect populaire que vous souhaitez du procès? Bon, vous savez que c'est un procès qui se déroule dans des circonstances particulières, avec l'insécurité et tout ce qu'il y a autour. Et je pense qu'il est normal que le tribunal militaire ait pris ses précautions. Ce que moi je vais demander personnellement, c'est que malgré ces mesures qui sont prises, que tous ceux qui veulent participer participent et obéissent strictement aux conditions de sécurité qui sont là. Parce que ce que nous voulons, c'est que le jugement se passe très bien selon les règles. Bon, vous avez dit que la réponse est négative. Non, c'est-à-dire qu'en fait, de par la loi, c'est interdit de faire. Mais il y a l'exception. Et l'exception ne peut être accordée que par le président du tribunal. Et pour que le président du tribunal l'accorde, il faut que le procès s'ouvre.
Donc, on est plutôt en attente, mais je vous dis que quelle que soit la décision du juge, nous allons la respecter. Parce que nous sommes dans un état de droit, et si les juges professionnels qui sont allés à l'école pour ça ont analysé et trouvent que ça ne doit pas se faire, nous allons accepter cette décision de justice. Moi, j'ai juste une question là. Le procès va commencer, c'est vrai, mais est-ce que dans le cœur de nombreux Burkinabés, il n'y a pas déjà un verdict? Parce qu'on parlait des t-shirts, on parlait d'un certain nombre d'éléments. C'est l'affirmation de ce que, dans une certaine mémoire, il y a un coupable désigné. On parle de procès qui commence, c'est-à-dire fixer des responsabilités. Vous et beaucoup d'autres, il y a eu une pression pendant longtemps pour dire il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Mais derrière aussi, il y a comme un verdict que chacun a depuis. La question que vous posez, c'est la question de liberté de penser, je pense. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de penser que c'est un tel le coupable et tel autre. Et justement, c'est parce qu'il y a ces avis divers qu'on a besoin des juges pour, à partir des faits établis et incontestables, disent maintenant le droit. C'est pour cela qu'on a besoin justement de la justice. Parce qu'on a entendu trop de choses. Vous voyez ? Mais par rapport à la justice, moi je suis témoin, j'ai été entendu plus de 5 heures au tribunal militaire. Il y a peut-être des choses que j'ai dites qui sont fausses ou autres, mais il y a eu d'autres témoins. Il y aura la contradiction. Peut-être qu'à un moment donné, on va m'appeler pour approfondir sur tel ou tel autre point. Oui. Et c'est ça justement la manifestation de la vérité, par la contradiction. Sinon, on risque de rester dans le flou. Oui. Bon. Enfin, on ne peut pas rentrer dans le procès, mais bon, comme c'est les professionnels qui sont là, mais ils ont tous les éléments et ils sont indépendants. Et en plus, ce qui me rassure en plus de leur indépendance, c'est que c'est des gens qui n'étaient pas là quand on était en action. Oui. Donc, c'est à partir des éléments qu'ils auront à disposition qu'ils vont juger. Oui. D'accord. Dans la dernière question de ma série, je disais à un moment donné que la question de ce dossier-là, ça a connu diverses fortunes avec le temps, au regard des régimes et tout. Il y avait des pressions pour que ça aille dans un sens. Aujourd'hui, il y a des pressions aussi pour que ça aille dans un autre sens. Peut-être pour certains dire pour la justice, mais pour que le coupable enfin soit celui-là qui réponde. Est-ce que vous pensez que pression pour pression, on risque pas de se tromper? Bon, moi je ne suis pas au courant des pressions dont vous parlez. Moi, ce que je vois, c'est que depuis la transition jusqu'au gouvernement actuel, il y a les moyens qui ont été donnés à la justice pour pouvoir amener la manifestation de la vérité. Bon, chacun, nous les témoins, les accusés et autres, ont eu l'occasion de parler à la justice à ce niveau. Et moi, je suis pas aussi craintif que vous par rapport à l'issue, parce que il y a du temps qui s'est passé. Ça fait 34 ans. Vous voyez, il n'y a pas la même rage ou autre qui peut un peu aveugler les gens. Il y a eu du recul. Et je pense que c'est le moment idéal pour vraiment avoir cette manifestation de la vérité. Parce que s'il devait y avoir des pressions du type dont vous parlez, on l'aurait vu dans le putsch de 2015, où les acteurs qui étaient dedans étaient au pouvoir, ceux qui ont été... Aujourd'hui, je ne sais pas, enfin, tous ceux qui sont au pouvoir là-bas, bon, tout au plus, il y a certains qui étaient agents au secrétariat général de CDR, ils n'étaient même pas commissaires politiques, vous voyez. Ils sont vraiment carrément en bas, bon, ils nous regardaient comme ça, bon. Je pense qu'il ne peut pas y avoir ce type de pression qu'il aurait eu, par exemple, en 88-89. Et c'est cela qui nous amène à demander à ce que le procès soit diffusé. Parce que je pense que les juges sont dans la meilleure condition. Bien sûr, nous, ça nous a frustrés, ça a frustré les familles, cette longue attente. Mais finalement, cette longue attente a un avantage. C'est que maintenant, les juges vont pouvoir vraiment travailler de manière posée. Oui.
Oui, en fait, ma question en lien avec celle de Geoffroy, c'est-à-dire une opinion qui s'est faite son verdict et qui attend confirmation. En face aussi, vous avez des gens qui estiment que ce n'est ni plus ni moins qu'un procès politique. Et puis bon, certains d'ailleurs justifient cela par leur refus de venir effectivement répondre. Même les avocats n'y viendront pas, parlant de Blaise Compaoré. Donc il y a aussi cette accusation de procès politique qui est là, sur ce dossier. Vous, quelle lecture vous en faites? Bon, enfin, je ne suis pas juriste, hein, mais pour le peu que je sais, par rapport aux lois du Burkina Faso, si vous êtes accusé et vous devez être jugé, si vous n'êtes pas présent, vos avocats ne peuvent pas être présents. Oui. Donc, ça, c'est déjà un élément de droit qui est inspiré du droit européen et notamment le droit français. Donc, ça, c'est une question qui ne se pose pas. Bon, pour le reste, il faut qu'on attende parce que ceux qui pensent que c'est politique, à quoi ça va servir au régime actuel que Blaise soit condamné ou pas. Bon, moi, je vois pas immédiatement l'intérêt direct qu'il y aurait, par exemple, si en 88 ou 89, par exemple, un mouvement proche du Conseil national de la Révolution, par exemple, nous les prisonniers avaient pris le pouvoir et puis on installait la justice. Ça allait être différent, vous voyez. Mais on n'est pas dans cette situation. On n'est pas dans cette situation. Et l'ensemble des acteurs qui sont là, comme je vous ai dit, ont joué peut-être des rôles politiques, mais c'était des rôles politiques mineurs, inconnus même de la population. Oui. Bon, on a certes quelques-uns de nos commissaires politiques qui sont dans des instances des partis, mais dans le gouvernement, par exemple, vous n'en avez pas. Vous voyez, il y a quand même un renouvellement de génération qui fait que cette appréhension-là, elle peut exister, mais elle n'est pas aussi forte. Et c'est ça ce que je disais tantôt par rapport aux tribunaux militaires, quand c'est dans des circonstances où l'événement s'est déroulé il n'y a pas longtemps et qu'il y a des informations à l'intérieur qui sont capables de faire tomber le régime qui est en train de faire le jugement, là vous voyez il y a des pressions et autres, mais aujourd'hui je ne vois pas en quoi le régime peut être déstabilisé parce que Blaise Compaoré est reconnu coupable ou pas coupable, bon, enfin. Nous appartenons au passé désormais. D'accord. La vocation d'un procès, c'est aussi de servir de pédagogie, vous l'avez dit. Et le but de ce procès, c'est de non seulement faire la lumière et aussi permettre à la jeune génération de comprendre ce qui s'est véritablement passé. On a vu aussi une certaine classe politique qui estimait que pour permettre l'élan de réconciliation nationale qui est engagé, de suspendre tout ce qui est projet et de fondre tout cela dans le mécanisme et le processus qui a été engagé par le ministère de Zéphirin Diabré. Au niveau du comité international mémorial Thomas Sankara, comment vous appréciez cette proposition? Bon, en tout cas, nous avons un peu suivi ce débat, mais je ne pense pas que le procès Thomas Sankara tombe, disons, dans l'ensemble de ces procès qui pourraient compromettre une réconciliation nationale à cause de l'antériorité des faits. Au contraire, la manifestation de la vérité peut aider à apaiser. Par exemple, ces 13 familles, je pense que lorsqu'elles vont marcher vers l'étape de la réconciliation, parce que le président de Faso a défini des étapes qui ont été reprises par le ministre Zéphirin, la première étape, c'est la justice. Lorsqu'ils vont marcher vers la réconciliation, ils seront dans un autre état d'esprit. Et je pense que ça, c'est très important. Mais les parachuter directement à l'étape de la réconciliation, j'ai eu l'occasion de voir les enfants des victimes. Maintenant qui sont devenus grands, il y a certains que j'avais vus pendant qu'ils étaient tout petits. Bon, vous voyez, ces gens-là, pour les parachuter directement là-bas, sans qu'on ait su exactement ce qui s'est passé, ça allait être un peu problématique. Et souvent, on dit que il faut d'abord que la faute, s'il y en a, soit reconnue pour faciliter le pardon après. Je ne voudrais pas avoir une démarche religieuse, mais dans la plupart des religions, il faut quand même se confesser pour obtenir le pardon. C'est-à-dire le pardon est quelque chose qui doit arriver, mais c'est après la manifestation
de la vérité. D'autant plus qu'ici, je pense que la peine de mort n'est pas prévue. Donc, bon, le risque qu'il y a pour les accusés, ce n'est pas la mort. Vous voyez, c'est peut-être des peines de prison. Bon, après, tout cela peut se régler après au niveau de la réconciliation. Mais si c'était par exemple si on était dans un régime, bon, comme je dis, régime militaire, avec tribunal militaire, avec peloton d'exécution, ça c'est autre chose. Parce que celui qui passe par la justice pourrait ne jamais arriver à l'étape de la réconciliation puisqu'il aurait été exécuté. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc tout reste possible après. D'accord. Alors, sauf contrainte de dernière minute, vous l'avez dit, Mariam Sankara doit être au Burkina Faso pour ce mois de justice et d'hommage. Beaucoup se posent la question, finalement, que deviennent les enfants de Thomas Sankara, Philippe Auguste? Est-ce qu'ils sont impliqués dans le processus? Donc, comme l'impression qu'ils soient écartés, ou bien c'est un choix du mémorial? Attention, le mémorial n'organise pas la justice. Bon, nous, on accompagne les familles comme nous l'avons dit, parce que nous avons besoin de la vérité même pour la mémoire de Thomas Sankara. Mais nous n'accompagnons pas, il y a le groupe des avocats qui est avec les familles, je pense, que j'espère que vous allez inviter. Il y a des avocats... je pense qu'ils seraient disponibles pour venir se faire juger ici. Bon. On trouve là la formule. Certainement. Et qui pourront donner plus de détails. Ce qui est certain, c'est que Mariam Sankara a fait le choix de préserver ses enfants et en restant à distance et en les exposant pas médiatiquement et tout. C'est un choix qu'elle a fait. Moi, je suis d'accord avec elle. Mais... ils ne sont pas écartés, puisqu'il y a la maman, il y a la famille Sankara. Et la famille Sankara qui fait partie du conseil d'orientation du mémorial. Vous voyez? Donc, ils ne sont pas, ils sont représentés à l'intérieur du mouvement. Mais bon, quand il y a la maman, les enfants, quand même, parfois, on peut leur dire d'attendre quoi. Bon. D'accord. Peut-être que vous auriez souhaité autre chose, mais c'est le choix fait par la maman. Bon, oui. Donc, Juge va. Bon, le procès va commencer lundi. Souvent, quand on se sent lésé ou bien quand on accompagne Dynamique pour dire que bon, on veut justice, il y a dans son téléphone quelque chose qu'on attend de cette justice. Qu'est-ce que vous attendez? Bon, d'abord, en tant que comité international du mémoire Thomas Sankara, nous ne sommes pas partie civile dans ce projet. Dans ce procès, nous ne sommes pas partie civile. Nous voulons les résultats de ce procès. Dans le cadre de la mémoire de Thomas Sankara, c'est intéressant de savoir exactement, de manière indépendante, comment il a été tué, pourquoi il a été tué. Enfin, toutes les informations qu'il y a autour là sont très importantes pour la mémoire. Bon, vous parlez d'attente, bon, ça ne peut être que d'attente individuelle. C'est cela. Par exemple, moi, vous avez été en tant qu'ayant été détenu pendant 9 mois après l'assassinat de Thomas Sankara, je souhaite connaître la vérité. Il y a des questions que je me pose. Vous voyez, j'entends des réponses, mais elles ne sont pas indépendantes. Et à partir du moment où la justice a entendu tout le monde, je pense qu'à ce moment, au moins, j'aurais eu la chance, parce que, bon, la chance d'avoir une longue vie, de savoir au moins ce qui s'est passé. Parce que vous savez, quand des événements comme ça arrivent, c'est savoir ce qui se passe. Le temps que nous avons mis avant de savoir ce qui s'est passé au Conseil de l'Entente, pendant que j'étais au secrétariat général du CDR, l'actuel Conseil économique et social, a été long. Ça a été des heures, mais c'était presque comme des jours. Vous voyez, cette attente-là, elle est très, très importante. Et maintenant, malgré tout ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a des zones d'ombre. De temps en temps, j'entends quelqu'un, ou je lis dans les journaux, quelqu'un qui dit que il y a telle chose qui s'est passée. Je dis, ah bon, vous voyez, bon. Pour nous, c'est très important d'avoir au moins cette part de vérité. On ne peut pas revenir en arrière, on ne pourra pas ressusciter Thomas Sankara, on ne pourra pas nous empêcher d'avoir été emprisonnés, on ne pourra pas, mais au moins on saura la vérité. Oui. Bon, effectivement, sur le dossier de Thomas Sankara, il y a eu beaucoup de documentation, beaucoup de témoignages et qui continuent. Donc,
Je lisais tout récemment également l'interview, la sortie de son aide de camp dans les colonnes de Jeune Afrique, qui apporte également un certain nombre d'informations. Donc, dans cette phrase qui a retenu mon attention, qu'il se croyait indispensable, que même mort, il se croyait toujours... voilà. C'est-à-dire, l'homme prenait des risques, s'exposait, oubliant qu'il est plus utile vivant que mort, entre les fois. Ce passage-là a retenu mon attention. Donc, et pour d'autres, l'homme est parti en martyr. Et il y a les partisans de ceux qui disent que ce n'est pas la peine de faire un procès, il faut lui rendre hommage, il le veut en rang de héros national avec tout ce qui va avec. Sankara savait qu'il allait partir, il est parti en martyr. Et donc, comme c'est un martyr, il faut le prendre pour modèle et continuer. Les partisans de cette thèse, c'est Boukari Kaboré-Di le lion. Parce que Sankara lui a dit ouvertement, selon ce qu'il a dit, si, comment on appelle ça, Blaise me tue, on va se retrouver au ciel un jour. Donc, ça dit, il n'en a pas fait un problème. Donc, pourquoi est-ce que nous, on s'acharne à faire un procès, à exhumer des restes et tout. Donc, il y a les partisans également de cette thèse, pas le complot politique, mais qui ont une toute autre lecture qui n'a rien à voir avec les deux camps. Vous, qu'en pensez-vous? Bon, ce que moi je peux vous dire, en ayant été proche de lui, c'est qu'il était à tout moment prêt pour le sacrifice suprême si c'était nécessaire pour la cause qu'il défendait. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'il dit. Pour ça, c'est évident, c'est clair. Quand on était ensemble, c'était pas, la mort n'était pas vraiment quelque chose qui pouvait nous empêcher de faire quoi que ce soit. Je vous donnerai un exemple. Il y avait la célébration de la fête de l'armée sur l'avenue de l'Indépendance. Et il y avait des informations de sources crédibles entre griffes qu'on allait assassiner le président de Faso ce jour. Il y a eu une réunion d'urgence, à peu près 1 heure avant la cérémonie à la présidence, l'actuel Premier ministre, avec bien sûr Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Lengani Jean-Baptiste, Henri Zongo et moi. Et finalement, ils ont dit, bon, c'est plausible. Et la décision a été prise, on va envoyer Pierre Ouedraogo pour aller s'asseoir à la place du président. Bon, moi, je suis allé m'asseoir, la cérémonie commençait. Quand j'ai entendu la sirène, c'était le président qui arrivait et il est venu s'asseoir à sa place. Et puis on était assis côte à côte. On pouvait mourir à ce moment, on n'est pas mort, bon, bah, c'est arrivé. Vous voyez, Sankara, quand il fallait faire quelque chose pour le peuple, quel que soit le niveau de menace individuelle qu'il y a sur sa personne, ce n'était pas un élément qu'il allait prendre en compte. Vous voyez. Peut-être un dernier élément, c'est on revenait du stade du 4 août, le long du mur de l'actuel lycée Marianne Gouabi, son cortège filait, il a fait arrêter le cortège et il est descendu à pied, marché tranquillement et j'étais derrière lui pour aller dire à la voiture de tête, ne filez pas dans cette ville parce que je ne veux pas que mon cortège tue quelqu'un ici. Si c'est pour ma sécurité, suivez mes ordres. Et c'est pour cela que vous voyez le cortège de Thomas Sankara partir à 30 à l'heure. C'est toute une conception. C'est-à-dire que si c'est seulement notre vie, nous sommes prêts à la donner pour la patrie et pour l'Afrique. Vous voyez. C'est pas suicidaire, mais c'est pour dire que c'est pas parce que nous risquons de mourir que nous n'allons pas agir. Nous allons agir même si nous allons mourir. Justement, ces derniers-là se fondent sur cet aspect des choses pour dire que peut-être, de son vivant, il aurait dit « je ne voudrais pas de procès ». Bon. Parce que ce n'était pas un problème pour moi. Bon, là, en fait... de ces personnes, moi, je voulais savoir véritablement ce que vous en pensez. Bon, ne pas vous... Mais je suis sûr que il aurait voulu la manifestation de la vérité. Et la manifestation de la vérité ne peut se faire qu'à travers le procès avec des juges indépendants, des juges professionnels qui sont capables de dire le droit et d'amener à la manifestation de la vérité. Parce que c'est quelqu'un qui disait toujours, il faut appeler un chat un chat. Vous vous rappelez bien de cette expression, même si ce n'était pas de votre génération, les anciens connaissent très bien ce que Thomas Sankara voulait dire par ça. La vérité, là, il fallait toujours la donner. Et je suis sûr qu'il aurait dit, faites la vérité sur ça. Ça, je peux l'affirmer catégoriquement. Parce qu'il nous a toujours dit d'appeler un chat un chat. La manifestation de la vérité, c'est ce qui est attendu, en tout cas avec l'ouverture du procès qui est annoncé pour le 11 octobre prochain.
Merci au colonel Pierre Ouedraogo d'être passé sur ce plateau du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'orientation du comité international mémorial Thomas Sankara. Avec vous, nous avons parlé des enjeux de ce procès, de ce que vous attendez et de ce que le comité prépare justement pour permettre à ce jugement de pouvoir se faire et de permettre à la jeune génération, à l'ensemble du peuple burkinabé de savoir ce qui s'est passé justement avec cette affaire. Merci, messieurs les juges, pour les différentes clés de lecture. On met un point final à la présente convocation. On prend rendez-vous lundi pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.